et à tous et bienvenue dans la seconde partie d'Ocapi Service, votre magazine de la vie au quotidien. Nécessité d'organisation du recensement général de la population et de l'habitat et au-delà des autres types de recensement en RDC. C'est le thème que nous abordons avec M. Blanchard Paca. Il est démographe à l'Institut national de la statistique INS. M. Paca, bonjour. Bonjour madame. Vous voulez participer? Bonjour, vous voulez participer à cette émission, chers auditeurs? Enregistrez-vous au 085 42 11 547 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Ocapi Service. Sylvain Baouguéré est à la mise en onde de cette émission. Esther Mamboté assure le live sur nos réseaux sociaux. À la réalisation, Benjamin Moudoumbi sous la supervision de Jean-Marc Matouaki et devant ses micros, Jocelyne Moussa Opondé. Okapi, oh. La RDC parle depuis plusieurs années de l'organisation du deuxième recensement général de la population, mais pendant ce temps, les villes s'étendent, les quartiers se multiplient, les mouvements des populations s'intensifient et les besoins sociaux augmentent. Aujourd'hui, plusieurs chiffres circulent sur la population congolaise, mais beaucoup reposent sur des estimations. Alors, comment un pays peut-il correctement planifier ses politiques publiques sans données démographiques fiables et actualisées? Pourquoi le recensement général reste-t-il irremplaçable malgré l'existence d'autres statistiques administratives ou enquêtes sectorielles? Et surtout, qu'est-ce que la RDC perd concrètement en retardant cette opération depuis plus de 40 ans? Pour en parler, nous recevons Blanchard Paca. Monsieur Paca, aujourd'hui, la RDC dispose déjà des données électorales, scolaires, sanitaires ou administratives. Pourquoi cela ne suffit-il pas pour connaître réellement la population congolaise? Ok, je vous remercie pour la question. Je salue également nos auditeurs. Vous l'avez très bien évoqué dans votre introduction, que ces données restent des données sectorielles. Les données sur l'éducation, les données sur la CENI. Déjà, si on prend les cas spécifiques de la CENI, au regard de la loi, ceux qui peuvent potentiellement être des votants doivent avoir 18 ans révolus. Alors que le recensement de la population, les RGPH, vu au sens de l'Institut national de la statistique, c'est une opération qui concerne toute la population, dans toute sa catégorie. Y compris les mineurs. Y compris les enfants, y compris même les nouveaux-nés qui viennent de naître dans les maternités, y compris les vieillards. Ça prend toutes les catégories de la population. Alors, quelles sont les limites des autres types de recensements administratifs qu'on peut constater au niveau, par exemple, du secteur comme la santé, l'éducation. Et d'une manière générale, ces recensements administratifs dans notre pays, c'est les systèmes d'état civil qui organisent ce type de recensement administratif. Oui. Mais les plus grands problèmes que nous avons avec notre état civil, c'est un système qui est passif. Pourquoi le système est passif? Parce que le système-là est absent là où les événements surviennent. Oui. Donc, par exemple, les naissances surviennent globalement dans les formations sanitaires. Oui. Les dernières statistiques les montrent. Par exemple, l'enquête mixte 2018 montre que 80% des naissances ont survenu dans les formations sanitaires. Oui. Mais quand vous prenez parallèlement à cela, il n'y a que 40% des enfants au cours de la même période qui ont été enregistrés à l'état civil. On comprend ces décalages-là, c'est presque la moitié des enfants dont les naissances ont eu lieu dans les formations sanitaires, mais qui ne sont pas enregistrés au niveau de l'état civil. Et pourquoi cela? Et pourquoi cela? C'est parce que le système est passif, l'état civil ne se retrouve pas au niveau des formations sanitaires. Oui. Donc les parents doivent encore se déplacer pour aller se faire enregistrer dans l'état civil. Et quand vous prenez la contrainte, l'étendue du pays qui est très grand, je vais vous donner quelques statistiques.
un ménage en RDC, d'après le diagnostic qui a été conduit entre 2010 et 2011, le diagnostic de notre état civil, un ménage congolais doit marcher en moyenne 13 km pour atteindre les centres d'état civil les plus proches. Et quand vous prenez cela sur le plan provincial, il y a d'autres disparités qui arrivent. Par exemple, si vous êtes au Bazouélé, il faut marcher 26 km pour atteindre les centres d'état civil les plus proches. Et ça décourage. Ça décourage. Quand vous associez les lourdeurs administratives par le fait que notre état civil n'est pas digitalisé, n'est pas numérisé, vous comprenez que les populations ne peuvent pas attendre. Alors, au-delà de toute cette architecture qui crée cette lourdeur administrative, nous avons aussi l'intérêt. Généralement, je pourrais même dire culturellement, nos populations se déplacent lorsqu'il s'agit de... S'ils savent que le service qui leur sera fourni sera bénéfique pour quelque chose. Aujourd'hui, presque la majorité de la population, c'est plus de 90% de la population qui est dans les secteurs informels. Qui dit secteur informel dit pas d'avantages sociaux. Si j'enregistre l'enfant aujourd'hui à l'état civil, qu'est-ce que j'y gagne? Pour quelle finalité? Donc, au regard de tous ces éléments, on constate clairement que nous sommes dans un système qui est totalement passif. Alors, c'est l'Institut national de la statistique, au travers son recensement général de la population, qui a un caractère actif, c'est-à-dire nos agents recenseurs se déplacent et atteignent les populations partout où ces populations-là se trouvent. Donc, c'est cette différence-là, c'est d'abord son caractère actif, mais par le fait aussi que le recensement général de la population concerne l'ensemble de la population, alors que les autres types de recensements que vous avez évoqués, que ce soit dans les secteurs de la santé, par exemple dans le secteur de la santé, on peut viser spécifiquement les enfants de moins de 5 ans pour raison de vaccination. On peut viser spécifiquement les femmes de 15-49 ans pour raison de tout ce qui est autour de l'accouchement, ainsi de suite. Et dans les secteurs de l'éducation, on peut viser spécifiquement les enfants de 6-11 ans qui représentent la catégorie des enfants qui doivent être au niveau de l'école primaire. On peut cibler spécifiquement les enfants de 12-17 ans qui doivent être au niveau de l'école secondaire. Donc, comprenez que les autres types de recensement, ils sont d'abord sectoriels et ne visent qu'une catégorie de la population, alors que les RGPH considèrent la population dans sa globalité. Et au-delà de considérer la population dans sa globalité, les RGPH collectent également les informations sur les habitations. Comment vivons-nous? Quelles sont les caractéristiques de nos habitats? Comment évacuons-nous, par exemple, nos déchets? Est-ce que cette manière d'évacuer des déchets... Donc, il y a d'autres aspects qui sont pris en compte. Il y a d'autres aspects qui sont pris en compte que vous ne retrouverez pas dans ces autres types de recensement. Et en dehors des enfants non enregistrés à l'état civil, comme vous venez de les citer, en dehors des mineurs pour les élections, par exemple, quelles sont les catégories des populations qui échappent souvent à ces statistiques dont on parle? Voilà, donc... Voilà, comme nous étions en train de le dire, si par exemple vous êtes dans les cas du secteur de la santé, par exemple, vous voyez que si la santé se décide pour les cas de la vaccination de ne prendre que les enfants de 5 ans au cours d'une période, comprenez que pour cette période-là, vous n'aurez pas, si vous devez recourir aux statistiques de la santé pour connaître, par exemple, les populations âgées de 6 à 10 ans, vous n'obtiendrez pas ces informations-là au niveau des statistiques sanitaires. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, l'objectif est clair. Nous sommes en train de viser la vaccination et la vaccination concerne la tranche des enfants de moins de 5 ans, par exemple. Alors, comme je le disais, quand vous êtes, par exemple, au niveau de l'éducation, vous voyez qu'on peut uniquement cibler tout simplement la population âgée de 12 à 17 ans. Mais si, par exemple, on demande
au niveau des statistiques scolaires, on demande par exemple de fournir les populations qui sont âgées de 18 ans ou plus. Ces statistiques-là, vous ne les trouvez pas au niveau des statistiques scolaires. On peut trouver évidemment quelques enfants qui ont 17, 18 ans, qui sont encore dans les systèmes scolaires, mais vous n'aurez pas ces statistiques-là de manière exhaustive, parce que la majorité de la population qui est âgée de 18 ans a déjà quitté les systèmes éducatifs. Voilà pourquoi seul l'Institut national de la statistique, au travers donc les recensements généraux de la population, peut prendre toutes les catégories de la population dans leurs caractéristiques, sans négliger une catégorie dans sa spécificité. Par exemple, si on nous demande de fournir les statistiques sur les personnes vivant avec handicap. Je ne sais pas si on peut trouver ces statistiques où aujourd'hui, mais au travers les recensements généraux de la population, nous pouvons disposer de ces statistiques. C'est la raison pour laquelle les RGPH revêtent vraiment un caractère salutaire et on dirait même salvateur. Et avec le recensement passif, je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez appelé ça, on peut avoir du mal à atteindre certaines zones, des quartiers non lotis par exemple, les déplacés internes ou des zones enclavées. Oui, exactement. Exactement. Étant donné que ce système-là est passif, bon, il ne s'agit pas d'un recensement qui s'appelle passif, mais je parle plutôt du caractère. Système, du caractère, oui. Voilà, c'est un caractère passif parce que ce sont les usagers qui doivent aller vers ces services. Voilà. Alors, quand il n'y a pas de motivation ou encore il y a des aspects qui constituent des lourdeurs administratives qui empêchent justement ces populations de pouvoir accéder à ces services-là, comprenez que donc il y aura des sous-déclarations, vous n'allez pas atteindre toute la population, ou mieux, toute la population ne viendra pas vers vous. Mais lorsque le système est actif, c'est le cas du recensement général de la population et de l'habitat, ce sont les recenseurs, donc c'est l'Institut national de la statistique avec l'équipe de ces agents recenseurs qui se déplacent maintenant vers la population. Et avec nos différentes méthodes statistiques, nous savons obtenir toutes les informations nécessaires. Voilà. Je rappelle notre numéro de téléphone pour ceux qui veulent intervenir, 085 42 11 547, 085 42 11 547, et nous avons en ligne François Kankuchimanga qui nous appelle depuis Kananga. Bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs, bonjour également à notre invité. On vous écoute François. C'est un sujet pertinent. Personnellement, moi je pense que le recensement ne doit pas être considéré comme une simple opération administrative, mais comme un outil, un outil fondamental de gouvernance, de planification et de développement. Pour moi, depuis plusieurs décennies, la RDC évolue avec des estimations démographiques qui ne reflètent plus totalement les réalités actuelles des provinces, des villes et des territoires. Pourtant, les décisions publiques, les investissements, les infrastructures, même l'éducation, la santé ou encore la représentation politique dépendent largement des données fiables. Alors, l'un des grands défis aujourd'hui reste l'organisation technique, financière et sécuritaire de cette opération sur toute l'étendue du territoire national. Alors surtout dans certaines zones difficiles d'accès ou touchées par l'insécurité. Mais les conséquences de l'absence de recensement sont également importantes. Par exemple, la mauvaise planification, déséquilibre dans la répartition des ressources publiques, difficultés dans les politiques sociales et manque de visibilité réelle sur les besoins de la population. Alors ma question, Monsieur l'invité, permettez-moi de vous poser ces trois questions. Quels sont aujourd'hui les principaux défis techniques, logistiques et financiers qui retardent encore les recensements effectifs en RDC? Et la deuxième question,
Peut-on dire que l'absence prolongée des recensements affaiblit la qualité des politiques publiques et du développement de la province? Dernière question que j'aimerais savoir, parce que ce n'est pas ma question, mais ce sont des questions que nos auditeurs sont en train de se poser. Beaucoup de citoyens aujourd'hui souhaitent connaître les calendriers réels. Alors, à quel horizon la population congolaise peut-elle espérer le début effectif des opérations de recensement sur le terrain? Parce que le recensement est un instrument stratégique de souveraineté et de développement. Un État qui connaît bien précisément sa population peut mieux orienter ses politiques publiques, mieux répartir les ressources et bien préparer l'avenir de ses citoyens. Alors, à l'invité de nous éclaircir sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup François Kankuchimanga depuis Kananga. Monsieur Blanchard Paka, qu'est-ce que vous répondez à François? Ok, merci beaucoup, chers auditeurs, pour vos 3 questions. Je vais commencer par la première où vous évoquez les cas des défis. Alors, comme nous le savons, les défis logistiques que nous avons, la RDC, est très étendue. Il y a l'hydrographie, il y a tout ce que nous connaissons dans notre pays qui ne nous permettent pas d'accéder facilement. Mais l'Organisation du recensement général de la population prend en compte tous ces éléments-là. Nous disposons actuellement, là, au moment où je suis en train de vous parler, des moyens logistiques suffisants. Nous avons des véhicules, là où il faut passer par des véhicules. Nous avons des motos, les agents seront dotés de motos. Nous avons tout sur il faut les des plans. Hélicoptères aussi, Voilà. pour des zones difficiles d'accès. Tout a été prévu parce que les gouvernements de la République démocratique du Congo travaillent avec ses partenaires, notamment les Nations Unies à travers de ces agences qui sont partout, qui nous ont toujours accompagnés dans toutes nos activités. Donc, nos partenaires appuient également dans ce sens-là pour que toutes les populations, quelle que soit leur localisation, que nous puissions les atteindre. Alors, les défis logistiques, il y en a. Les défis techniques, il y en a. Nous ne les nions pas. Mais actuellement, tout a été pris en compte pour que nous puissions réduire les impacts de ces défis-là ou encore comment les surmonter. Donc, aujourd'hui, nous sommes prêts sur le plan logistique à pouvoir conduire ces RGPH2. Voilà. Alors, en ce qui concerne les moyens, il a parlé des moyens financiers SIA. Je crois qu'au mois de mars, nous avons suivi qu'il y avait la table ronde des partenaires qui a été même... on a vu comment toutes les structures, en commençant par les présidents de la République, qui s'est investi pour cette table ronde-là. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait déjà versé une somme équivalente à 30 millions de dollars qui nous permettent déjà de commencer sur certaines phases du recensement. Il y a également nos partenaires qui nous accompagnent. Donc, il y a la Banque mondiale, il y a la Banque africaine de développement et les autres partenaires qui ont toujours accompagné le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui se sont également investis. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment de difficultés en termes financiers, bien que nous continuons à attendre que l'enveloppe soit totalement complète, mais les moyens dont nous disposons aujourd'hui nous permettent d'aborder déjà certaines phases, notamment la cartographie censitaire qui doit commencer incessamment. Mais combien coûte approximativement un recensement général moderne, on va dire? On est autour des
80 à 200 millions de dollars voilà. américains. Et nous sommes déjà à 30 millions. Bon, les 30 millions concernent, il faudrait, comme c'est une émission pédagogique, il faudrait que nos auditeurs puissent bien comprendre. Les RGPH a quatre phases. Il y a la phase préliminaire. Cette phase-là consiste à la mise en place des différentes institutions qui doivent piloter, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau technique. Tout à fait. Et nous avons la phase préparatoire. Justement, actuellement, nous sommes sur la phase préparatoire. Cette phase-là consiste notamment à organiser la cartographie censitaire et avoir les recensements pilotes. C'est quoi la cartographie censitaire? Parce que comme c'est une émission pédagogique, il faudrait qu'on puisse nous comprendre. La cartographie censitaire, je prends un exemple. Si nous voulons par exemple recenser au niveau de la commune de Bandalungwa par exemple, nous commençons par où? Nous entrons par où à Bandal et nous sortons par où? Alors la cartographie consiste maintenant à faire quoi? À découper l'étendue du pays en des petites zones que nous appelons les aires de dénombrement. Alors là, si nous découpons les pays en des petites zones comme ça que nous appelons les zones de dénombrement, à partir de ces zones-là, nous savons on prend un groupe des zones de dénombrement. Nous savons que pour cette zone ici, on attribue cela à telle équipe, et c'est cette équipe-là, là, nous savons très bien suivre. Et cette délimitation-là en petites zones, c'est fait selon la méthodologie. On peut, par exemple, dire, si je prends, par exemple, le cas de la commune de Bandal, si vous quittez, par exemple, l'avenue Kimbondo jusqu'à l'avenue Siri, et vous prenez l'avenue Inga, toute cette zone-là, vous pouvez attribuer un numéro pour dire que nous sommes dans l'ère de dénombrement X, par exemple. Donc, maintenant, là, nous sommes dans la deuxième phase. Nous voulons organiser la cartographie censitaire qui consiste à découper l'étendue du pays en des petites zones. Alors, cette opération-là a été déjà faite au niveau des laboratoires parce que nous utilisons la technologie, la géolocalisation. Nous l'avons déjà faite sur nos laboratoires de cartographie et on a découpé les pays en 130 735 aires de dénombrement. Voilà. Alors, c'est sur ces zones de dénombrement-là que nous saurons qu'on envoie X agents recenseurs pour s'occuper de telles zones. Voilà. Donc, cette phase ici, c'est donc la deuxième phase que nous appelons donc la phase préparatoire qui est constituée de la cartographie censitaire et du recensement pilote. Mais dans cette phase-là, qui est la deuxième phase, qui est la cartographie censitaire, cette cartographie censitaire était d'abord précédée de ce que nous appelons la cartographie censitaire pilote. Alors, quel est le rôle de la cartographie censitaire pilote? Nous avons découpé les pays en différentes zones. Nous avons du matériel que nous devons utiliser. Nous devons tester si ce que nous avons conçu là au laboratoire fonctionne correctement. Est-ce qu'il n'y a pas de défis? Comment on peut corriger cela de manière à ce que quand on sera dans la grande opération de la cartographie proprement dite, qu'il n'y ait pas de ratés. Alors cette cartographie censitaire pilote a été conduite, c'était au cours du mois d'avril et mai 2025, c'est là où nous avons testé tous les outils que nous allons utiliser dans la cartographie proprement dite, et tous les outils ont marché. Mais voilà. Ces opérations prendront combien de temps? La cartographie censitaire... Non, d'une manière générale. D'une manière générale, je préfère que nous puissions aller phase par phase. Parce que c'est technique, hein? Voilà, voilà. La phase censitaire, voilà. C'est que l'auditeur veut savoir, c'est que ça commence... l'opération proprement dite commence quand? Débute quand? Voilà. Et prendra fin à quel moment? Voilà, c'est sa troisième question. Je vais atterrir là sur sa troisième question. Alors... Nous sommes sur la deuxième phase de la cartographie censitaire.
ça va prendre 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce que la cartographie là ne consiste pas seulement à découper l'étendue du pays en différentes petites zones que nous appelons les aires de dénombrement, mais nous collectons également les informations sur les structures. Parce que, comme nous le savons, que les RGPH fournissent, c'est un outil de planification et d'élaboration des programmes et politiques. Alors, quand nous faisons cette cartographie, nous venons regarder également les structures. Est-ce que dans tel quartier, y a-t-il des hôpitaux? Est-ce que dans tel quartier, y a-t-il des écoles? Nous allons au-delà. On ne vérifie pas seulement que s'il y a la présence des écoles, mais nous regardons s'il y a une école. Combien d'élèves sont scolarisés dans cette école? Combien de personnels enseignants sont affectés dans ces écoles-là? Les matériaux de construction de ces écoles sont-ils des matériaux durables? Est-ce que ce sont des matériaux Allez-y, oui. non durables? Donc, il y a tous ces éléments-là. Donc, cette opération-là ne consiste pas seulement à découper, mais lorsque nous découpons en plusieurs petites zones comme ça, on fait en sorte également de collecter les informations sur les structures qu'on peut retrouver dans ces différentes zones-là. Et non pas seulement ces structures-là, mais les caractéristiques même de ces structures. Et au-delà de ça, nous cartographions aussi déjà les ménages. De telle sorte que quand nous serons maintenant dans la troisième phase qui est la phase du dénombrement maintenant exhaustif, nous savons que nous envoyons il arrive dans tel ménage parce que ces ménages-là a été déjà cartographiés. Alors, comme je disais, cette phase-là dans laquelle nous nous trouvons, donc la deuxième phase de la cartographie, durera pratiquement 6 mois. Par contre, la troisième phase qui va arriver, qui est au fait les dénombrements exhaustifs de la population, cette phase-là, c'est 15 jours tout simplement. Parce que, dit-on, le recensement, c'est la photographie. Donc, il faut prendre les réalités telles que vous l'observez là et au même moment sur l'étendue du territoire national. Donc, la phase du dénombrement exhaustif, qui est la troisième, prendra 15 jours. Et la phase de la cartographie que nous avons déjà débuté avec la cartographie censitaire pilote va nous prendre 6 mois. Et les 6 mois en question là, nous ne l'avons pas imaginé comme ça. Je vous disais ici qu'il y a eu ce qu'on a appelé la cartographie censitaire pilote. C'est au cours de cette opération-là que nous avons testé nos outils. Nous savons pratiquement en moyenne, si on envoie un opérateur cartographe, il peut prendre autant de minutes. Et au regard du personnel que nous voulons affecter, nous avons fait des calculs, nous sommes arrivés justement à cette durée de 6 mois pour la cartographie proprement dite. Alors que pour la troisième phase qui est le recensement et les dénombrements exhaustifs de la population, cette phase-là, on dit techniquement que c'est une phase où vous devez avoir la photographie, c'est pour voir les réalités immédiates là de la population. Cette phase-là ne prendra que 15 jours. Alors, cela nous amène maintenant à répondre à la troisième question de notre auditeur. François. Ça va durer combien et comment ça s'organise? Donc, bientôt là, je crois peut-être les 2 premières semaines du mois de juin, on va déjà lancer l'opération pour recruter les formateurs des formateurs. Vous voyez, le pays est grand. Si on dit aujourd'hui, je prends un exemple, on dit aujourd'hui « eau », je prononce ces mots-là « eau ». Chacun de nous peut avoir la compréhension du mot « eau ». Alors, pour éviter que moi, j'ai ma propre compréhension du mot « eau » et que mon voisin puisse avoir également sa compréhension, alors c'est la raison pour laquelle on commence d'abord par former les formateurs des formateurs de manière à ce que tous les agents
tous les acteurs qui vont participer à cette opération de collecte puissent avoir la même compréhension. Donc, si je dis aujourd'hui X ici, quelqu'un qui est au Maniema doit comprendre X de la même manière que moi. Que celui qui est en Bujimaï doit comprendre X de la même manière que moi. Voilà. Donc, on lance bientôt les recrutements des formateurs qui seront formés ici à Kinshasa. Ces formateurs-là seront déployés maintenant dans les différentes provinces pour aller former ceux qui seront vraiment activement sur les terrains. Nécessité d'organisation du recensement général de la population, c'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec M. Blanchard Paka. Il est démographe à l'Institut national de la statistique INS. Et notre numéro de téléphone, si vous voulez intervenir, 085 42 11 547. Nous avons Bruno Musungai Kajingulu en ligne depuis Kolwezi. Bonjour. Bonjour madame, je vous appelle depuis la ville-province de Lualaba, précisément à Kolwezi. On vous écoute. Oui, je voulais intervenir par rapport à ces débats roulés dont les analyses ont été bien captées au travers notre invité d'aujourd'hui. Il a parlé de la cartographie, bien évidemment. J'aimerais un peu savoir, lui poser des questions. La première question est de savoir quelles zones de la ville ont une densité de la population élevée et nécessitent une meilleure planification urbaine pour éviter la surpopulation et les problèmes liés à la congestion. Et ma deuxième question que je voulais poser à notre invité est de savoir quels quartiers ont une infrastructure de transport insuffisante et doivent être améliorés pour faciliter la mobilité des habitants. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Bruno Musungai, depuis Kolwezi. Monsieur Paka. Ok, merci beaucoup. Merci à notre auditeur. Ces questions touchent aux objectifs du recensement général de la population. Le recensement général de la population, c'est un outil de planification. Alors, vous ne pouvez pas planifier si vous ne connaissez pas les caractéristiques des personnes pour lesquelles cette planification-là est dédiée. Alors, actuellement, justement, parce que nous n'avons plus organisé le recensement général de la population depuis plus de 40 ans, la dernière c'était en 1984, c'est justement ces genres de questions que notre auditeur vient de poser que le recensement général de la population va répondre, notamment comment la dynamique de la population au niveau des villes. Nous savons qu'il y a l'exode rural chez nous est important, mais nous ne savons pas aujourd'hui, par exemple, répondre à la question, ceux qui sont au Maniema, par exemple, qui sont nés en Équateur, mais qui se retrouvent aujourd'hui ici à Kinshasa. Combien sont-ils? Quelles sont les raisons? Est-ce qu'il y a des provinces qui sont attractives? Est-ce qu'il y a des provinces qui sont répulsives? Qu'est-ce qui pousse les populations à pouvoir se déplacer des zones rurales vers les zones, les zones urbaines? Nous savons d'emblée que c'est la recherche du mieux-être économique, ça peut être aussi pour raison de scolarisation, ça peut être un regroupement familial, mais nous savons aussi qu'il y a un problème de déplacés lié à beaucoup de choses. Alors, tout cela, nous pouvons connaître ces caractéristiques-là, mais nous ne savons pas combien sont-ils. Combien sont-ils? Donc, c'est dans ce sens-là que le recensement général de la population et de l'habitat c'est à ce genre de questions que le recensement général de la population et de l'habitat va répondre. Alors, également pour les questions de transport, pour planifier, combien de bus doit-on acheter, par exemple? Combien de kilomètres il faut asphalter? Pour la population, par exemple, de Kinshasa. Nous, pour faire cette planification-là, nous avons obligatoirement besoin de données statistiques récentes, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Mais
actuellement, comme nous évoluons seulement sur des estimations, les estimations sont basées sur les enquêtes. Les enquêtes ne sont pas exhaustives. Quelle que soit la puissance, la rigueur méthodologique, il y a toujours, d'ailleurs, c'est connu des statisticiens, on parle toujours des erreurs des sondages. Donc, ces erreurs des sondages, même si on tente de les minimiser, il y aura toujours une erreur, donc ça ne sera pas la réalité telle que un recensement général de la population peut nous la fournir. Et vous avez parlé de mouvement des populations. Comment vous vous y prenez, ou comment vous allez procéder pour les populations qui vivent dans les zones affectées par l'insécurité? Au-delà de l'insécurité, nous savons aussi que dans les villes, il y a des déménagements qui sont pas ces mouvements au niveau des villes qui sont pas enregistrés. Comment vous procédez par rapport à tous ces mouvements? Ok, merci beaucoup pour la question. Là, vous touchez vraiment à l'aspect méthodologique. Donc, l'Institut national de la statistique, comme vous m'avez présenté, je suis démographe des formations, il y a d'autres démographes au niveau de l'Institut national de la statistique et beaucoup de statisticiens. Donc, nous connaissons ces méthodologies-là et pendant la formation, nous saurons dire aux agents enquêteurs, regardez comment vous pouvez aborder telle question pour éviter les doubles comptages. Mais je viens avec des exemples clairs. Nous savons, par exemple, nous savons que pour compter, par exemple, pour compter une personne là, dans un ménage, cette personne-là doit avoir habité ces ménages-là depuis au moins 6 mois. Cela signifie que pour qu'on puisse considérer qu'une migration est effective, il faut compter à partir de 6 mois, vous montez. Au-delà de ça, cette personne-là peut tout simplement être comptabilisé, par exemple, comme il est comptabilisé, mais nous le considérons comme étant un résident absent. Quand je dis absent, cela ne signifie pas qu'on l'a pas compté. C'est un terme que nous utilisons pour dire qu'on vient dans votre ménage. On trouve, par exemple, vous nous dites, par exemple, que vous êtes à 8, vous vivez là à 8, mais une personne n'avait pas passé, par exemple, la nuit là-bas à la maison. Nous les comptons. Mais là où la personne là va se retrouver, dans l'autre ménage, là où il a passé la nuit, on ne va pas les compter là-bas. Donc, nous connaissons tous ces aspects méthodologiques, tous ces aspects techniques qui nous permettent d'éviter les doubles comptages, contrôler très bien la migration, les déplacements au sein des villes. Donc, nous sommes formés par rapport à ça. Voilà, on va prendre un autre auditeur en ligne. Thomas Ourgen nous appelle depuis Kisangani. Bonjour. Bonjour, Madame Jocelyne. Et bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. Merci beaucoup de la parole nous accorder, Madame Jocelyne. Je pense, Madame Jocelyne, le recensement, c'est quelque chose qu'on a attendu, ça fait beaucoup de temps. Ça fait presque 42 ans qu'on n'a pas été recensé, nous, en tant que population, en tant que population de la RDC. Et c'est vraiment, c'est très grave parce que pour le moment, c'est difficile même d'estimer, en tout cas, l'effectif des Congolais. On parle seulement on peut être aux environs, c'est-à-dire on n'a pas de précision quant au nombre de peuples congolais pour le moment. Et je crois, avec le recensement qui peut être déjà à l'horizon, ça pourra également résoudre cet aspect des choses-là, Madame Jocelyne. Ça sera vraiment un bon moment pour qu'on soit identifié, qu'on soit reconnu. On est combien ici sur le territoire. Je crois que c'est quelque chose à encourager. Mais également, il s'agit d'un outil, pour moi, je qualifierais même de la souveraineté d'un État, le recensement. Il s'agit même de la gouvernance, même, pourquoi pas, même du développement. C'est-à-dire, pour le moment, sans des données démographiques fiables, l'État, pour moi, est dans les capacités même on ne peut pas planifier s'il n'y a pas, en tout cas, des
données démographiques fiables. C'est-à-dire l'État ne peut ni planifier efficacement des politiques publiques, ni garantir également la répartition même équitable des ressources, Madame Jocelyne. C'est pourquoi il est très important que ces processus-là soient, en tout cas, puissent marcher. Qu'à cela ne tienne, Madame Jocelyne, je m'avais directement aux questions que j'aimerais poser à l'invité. La première question, en tout cas, quelle est la différence entre le recensement général de la population et les autres systèmes d'enregistrement administratif? Quelle est la différence entre ces deux concepts-là ou ces deux termes, entre le recensement général de la population et les autres systèmes d'enregistrement? La deuxième question que j'aimerais poser à l'invité, à quoi en tout cas les recensements, c'est-à-dire ce qu'on aura à très bientôt là, constitue-t-il un instrument stratégique pour le développement national? À quoi les recensements constituent en tout cas un instrument stratégique pour le développement économique? La troisième question, quels sont en tout cas les objectifs fondamentaux du recensement général de la population? Et je vais citer par ceci, je pose seulement les trois petits trucs, mais je cite ici par ceci. Je crois, Madame Jocelyne, on ne doit pas écarter également les autorités locales, les autorités qui se trouvent au niveau... Il faut qu'il y ait cette collaboration entre ces agents qui seront formés, mais également les autorités locales. Parce que pourquoi je dis ça, Madame Jocelyne? Moi, je pense le mieux pour moi, parce que dans nos quartiers, dans nos avenues, on a... Par exemple, si vous venez chez nous là-bas, il y a les chefs de 10 maisons. Les chefs de 10 maisons ont la possibilité de connaître les habitants qui se trouvent à ce moment. Moi, je pense que les recensements là, ça ne devait même pas poser un problème parce que dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque avenue, le chef connaît déjà à la précision des habitants qu'il dirige. Je crois que ça sera même facile. Il faut que chaque autorité puisse donner seulement les rapports à son hiérarchie et ça pourra même vite faciliter la tâche à ces équipes-là. Parce que si un chef les 10 maisons, il a cadre 10 personnes, il sait déjà que ici, chez moi, j'ai 10 personnes et ça pourra faciliter la tâche. Vite là, d'après des temps même, on pourra terminer cet aspect des choses-là, Madame Jocelyne. Je pense qu'on ne doit pas écarter en tout cas les chefs locaux, les chefs des avenues, des quartiers, des 10 maisons, pour faciliter également cet aspect des choses. C'est tout ça que j'allais dire, Madame Jocelyne. Merci beaucoup, Thomas Ouguen, depuis Kisangani. Monsieur Blanchard-Pacard, vous avez déjà répondu, je crois, à 2 ou 3 questions au cours de l'émission, mais on va peut-être retenir la question sur la stratégie, même l'aspect stratégique, j'allais dire, du recensement comme instrument des développements économiques. François Kankou le disait aussi tantôt, un auditeur, que le recensement, c'est un outil de gouvernance, et vous avez même insisté là-dessus. Alors, que répondez-vous à Thomas Ouguen, qui veut savoir en quoi le recensement constitue un instrument stratégique pour le développement économique, et peut-être sa question sur le rôle des chefs locaux à la base. Ah, ok, merci beaucoup à notre auditeur depuis Kisangani, je crois. Alors, comme nous l'avons dit tout au long de l'émission, on ne peut pas planifier les développements et envisager une dynamique économique sans connaître sa population. Je prends un exemple simple. Nous savons par exemple qu'il y a la population active, c'est-à-dire la population, pas la population active, mais la population en âge de travail. Sur le plan international, nous considérons que la population en âge de travailler, c'est 15 à 64 ans. Alors, comment on peut faire la politique, par exemple, de l'emploi pour envisager les développements si nous ne connaissons pas l'effectif de notre population en âge de travail. Donc, de manière globale, toutes les politiques qui peuvent aller soutenir l'économie, notamment par les investissements, nous sont tributaires de la connaissance de la population qui est concernée par par les sujets. Donc, sans connaître la population qui est concernée, on ne peut pas
planifier le développement économique, ni envisager les politiques qui puissent permettre ou booster cette dynamique économique. Donc, on peut dire aussi que dans ces prises de décision, la RDC évolue peut-être à l'aveugle, faute de données démographiques précises. En tout cas, faute de données démographiques précises, nous utilisons toujours des estimations, comme je l'avais dit, quelle que soit la méthode statistique que vous utilisez. En tout cas, les estimations ne donnent jamais la réalité qu'un recensement général de la population peut donner. Donc, par moment, vous risquez d'affecter plus là où il fallait affecter moins, tout simplement à cause des estimations. Et ne pas obtenir les résultats. Et ne pas obtenir les résultats. Et vous risquez d'affecter moins là où il fallait affecter plus. Voilà. Et le rôle des chefs locaux, est-ce qu'ils seront associés à cette opération? Exactement. Le recensement général de la population, comme l'auditeur l'a si bien dit, c'est un outil de souveraineté. Donc, ce n'est pas l'Institut national de la statistique est là seulement comme étant une structure technique, mais le recensement général mobilise la majorité des structures de l'État, notamment les ministères de l'Intérieur, parce que c'est le ministère intérieur qui gère la territoriale, et les chefs coutumiers, les chefs de quartier, tout le monde est concerné, surtout dans la sensibilisation pour accroître l'adhésion de la population dans cette opération-là. Donc, les chefs locaux, chefs coutumiers, chefs de quartier, les structures des jeunes, les autres ONG qui opèrent localement, toutes les structures sont concernées, surtout dans la mobilisation pour amener la population à pouvoir adhérer à cette opération. Alors, nous sommes à l'ère du numérique. Quel peut être l'apport, en tout cas, de la technologie numérique dans ces opérations? Exactement. Donc, si on organise notre recensement, donc c'est le deuxième. La différence entre celui-ci et les premiers qu'on avait organisés, ici, il y a vraiment une forte utilisation des outils numériques. La collecte ne se fera pas par des papiers comme ça se faisait par le passé. Nous allons utiliser des tablettes et nous utilisons des applications statistiques qui peuvent nous permettre d'accélérer cette collecte des données-là. Donc, nous avons déjà dans la phase de la cartographie, nous avons utilisé des outils digitaux, notamment pour la géolocalisation. Et dans la pratique aussi, quand nous allons commencer à collecter les données, donc nous allons utiliser des tablettes et les données seront instantanément envoyées dans nos serveurs qui seront ici à Kinshasa. Donc, la technologie est mise en contribution afin de faciliter cette opération. Et en parlant justement des données, comment protéger les données personnelles des citoyens pendant les recensements? Parce qu'il y a certaines personnes qui craignent que les données collectées servent pas d'autres fins, mais des fins, on va dire, peut-être fiscales, politiques, sécuritaires. Il y a une sorte de méfiance de la population qui peut compromettre cette opération. Exactement. Les doutes sont réels parce que ça reste des données. Alors, ce que nous devons savoir, l'Institut national de la statistique est une structure à caractère scientifique. Ce que nous menons comme étude, les RGPH, n'a de visée que scientifique, de visée des planifications. Nous sommes encadrés par les décrets du système statistique national qui insiste sur la protection des données personnelles. Donc, quand nous analysons, même si nous venons collecter les données auprès de vous, madame, quand nous allons analyser nos données-là, nous allons les anonymiser. Donc, l'Institut national de la statistique n'utilise pas déjà
à partir de l'Institut, on n'utilise pas les données personnelles. Nous anonymisons ces données-là avant de les analyser. Et nous ne les partageons pas aussi à d'autres structures pour raison de fisc ou encore autres raisons politiques. Sauf que comme ce sont des données qui concernent la population, il y a d'autres structures de l'État qui peuvent utiliser ces données-là dans les mandats de ces structures-là. Mais en ce qui concerne l'Institut national de la statistique, les données sont anonymisées et nous ne les partageons pas. Nous ne partageons que les résultats de nos analyses statistiques via nos rapports, via nos sites web, mais entrer dans la base des données de l'Institut national de la statistique pour venir trouver X ou Y personnes, nous anonymisons toujours. Vous avez parlé des membres de ménage qui, deux fois, se montrent un peu lourds pour aller se faire enregistrer dans des recensements qui concernent certains secteurs, parce que peut-être qu'ils n'y trouvent pas d'intérêt. Pourquoi je vais enregistrer mon enfant à l'état civil? Qu'est-ce que je gagne? Mais qu'est-ce que le citoyen congolais gagne concrètement si la RDC dispose aujourd'hui enfin de ces statistiques démographiques actualisées et fiables? Ah bon, c'est normal, mais en ce qui nous concerne, nous, Institut national... non, le citoyen congolais, qu'est-ce qu'il y gagne? Les citoyens congolais, qu'est-ce qu'ils gagnent? Il a intérêt à se faire enregistrer parce que s'il ne se fait pas recenser, c'est comme s'il n'est pas connu. C'est comme si ces problèmes ne seront pas pris en compte dans les programmes de développement. Voilà, donc c'est cela. Mais en ce qui concerne des doutes, c'est là où maintenant les structures au niveau local, les chefs de quartier, les ONG doivent maintenant sensibiliser la population pour une meilleure adhésion. Monsieur Blanchard Paca, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Le recensement général de la population apparaît donc aujourd'hui comme un outil essentiel, non seulement pour connaître le nombre d'habitants, mais surtout pour mieux planifier le développement, comme vous l'avez dit, réduire les inégalités et adapter les politiques publiques aux réalités du pays. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci pour vos questions et vos interventions. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de Capi Service.